Vendre une entreprise, c'est une histoire d'équipe. Une équipe avec un expert comptable, avec un avocat et un conseil en transmission d'entreprise qui va coordonner. Ce sont des étapes. Ces étapes sont, premièrement, on va auditer l'entreprise, et pour auditer l'entreprise, eh bien, on va avoir besoin de l'expert comptable qui va auditer économiquement. L'entreprise est-elle vendable dans l'état où elle est, d'un point de vue économique, d'un point de vue comptable. Donc là, on a besoin de Michel qui va regarder l'entreprise dans son détail pour pouvoir effectivement avoir un diagnostic comptable et financier de l'entreprise. Oui, en fait, le pendant, ce dont tu es en train de parler, c'est le pendant de l'audit pour les acquéreurs qui, pour le vendeur, s'appelle les vendors due diligence, puisque vous savez que dans les opérations de cession-acquisition, on aime bien parler un peu anglais. Et effectivement, il s'agit de revoir le dossier juridique comptable de la société cible pour à la fois faciliter la démarche d'audit de data room quand il y en a une dans un second temps, et puis faire un peu de nettoyage si jamais il y a des choses à ajuster avant l'opération elle-même. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Qu'est-ce que tu nettoies en amont? L'expert comptable qui a un peu d'expérience sur la cession d'entreprise, il regarde finalement si on va pouvoir aller au bout de cette transmission d'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de loup dans les comptes, dans l'organisation de l'entreprise, pour que les uns et les autres ne perdent pas du temps, et surtout le cédant qui va rentrer dans un dispositif de cession, va peut-être prévenir ses salariés, peut-être prévenir ses clients, etc., etc. Ça va se savoir. Et si il y a des choses qu'il faut absolument traiter avant de rentrer dans la cession d'entreprise à proprement parler, il faut le détecter. Et ça, c'est le travail de l'expert comptable avec son expérience. Œil neuf aussi, avoir un deuxième avis dans une évaluation surtout, pas partir en disant j'ai besoin d'1 million d'euros pour acheter une résidence secondaire et donc je vends mon entreprise 1 million d'euros. Et on part sur de mauvaises bases si effectivement... Même 1,3 million avec la fiscalité. Et puis, en tenant compte évidemment de la fiscalité. Tu as raison, préparer pour que le processus de cession se fasse. Et puis on sait très bien que l'acquéreur, quand il fait une démarche d'audit, il fait aussi une démarche d'audit pour renégocier. Donc plus on aura facilité et préparé la cession, plus on va fluidifier et moins on donnera de prise à la négo, sur laquelle d'ailleurs toi tu interviens pas mal. Oui, on intervient en fait voir en amont ce qui pourrait être contesté, qui pourrait avoir un impact direct sur notre prix de vente. Je prends un exemple, il peut y avoir des comptes clients qui sont mal provisionnés. C'est-à-dire on a des clients qui deviennent des clients douteux, tout ça n'est pas toujours bien géré, on n'a pas bien relancé les gens, tout ça il faut faire du tri dans le compte client. On a aussi par exemple les indemnités de fin de carrière, ou est-ce qu'ils sont provisionnés, pas provisionnés, bref, toutes des choses qui... En général elles ne le sont pas. En général elles ne le sont pas bien comme il faut, et donc toutes ces choses en fait ça permet effectivement déjà de bien caler une entreprise en disant finalement, je n'aurai pas de surprise qui me soit annoncée par mon acheteur. Et si je n'ai pas de surprise qui sont annoncées par mon acheteur, je peux même avoir des petits problèmes, des petites choses qui ne sont pas très carrées, mais si on l'annonce dès le départ, ce ne sera pas une surprise, et donc la difficulté pour notre acheteur sera de venir contester un prix alors qu'on lui a dit déjà le problème dès le départ. Donc il peut y avoir des difficultés. Donc ça c'est un premier sujet qui est un audit effectivement de l'entreprise. Et cet audit d'entreprise doit être aussi fait par nos avocats, puisque tu vas effectivement toi étudier, qu'est-ce que tu vas étudier dans une entreprise au moment de l'audit? En complément de l'audit financier, alors il y a un certain nombre de sujets où on travaille vraiment de concert, la fiscalité, le social, où souvent vous faites la paye, nous on fait plutôt la partie juridique, et puis après il y a l'organisation contractuelle, et puis des audits qui peuvent être ciblés suivant le domaine d'activité, par exemple en propriété intellectuelle, sur une société qui va faire de la création ou qui a des brevets ou qui a des marques qui sont des valeurs importantes. Regardez par exemple les contrats qui sont les contrats de travail, c'est une chose. Regardez aussi les contrats de vente. Voir s'ils sont bien solides, si on est, effectivement, on ne peut pas être contesté sur le cursus de vente, si juridiquement on est bien et économiquement on est bien, de manière à ce qu'à un moment, notre acheteur, comme toujours, ne vienne pas découvrir des loups
avant, effectivement, avant la vente et donc pouvoir négocier. Donc concrètement, je te remercie parce que ce que tu es en train de dire, c'est que première étape, on va voir un binôme avocat, expert comptable habitué de la cession reprise d'entreprise pour faire cette démarche d'audit préalable en vue, si je comprends bien, de préparer ton dossier de présentation. Alors, un tout petit peu avant, je vous rappelle que j'ai une casquette de gestionnaire de patrimoine. Et mon travail dans la partie audit préalable, c'est d'une part vos interventions, et moi, mon travail, en tant que gestionnaire de patrimoine aussi, ça va être de dire, finalement, on va se projeter une fois que la vente soit terminée, et voir quelle va être la fiscalité, est-ce que je peux travailler en amont sur ma fiscalité, de quoi la personne va vivre après la vente, est-ce que c'est l'occasion de transmettre du patrimoine aux enfants, éventuellement aux conjoints? Bref, ça va être finalement une situation où jusqu'à maintenant, le chef d'entreprise avait son entreprise qui générait du revenu. Ce revenu générait du patrimoine. Là, on va inverser la pompe. Il n'y a plus l'entreprise et c'est le patrimoine qui va générer du revenu. Donc il faut bien se projeter après la vente pour savoir ne serait-ce que de quoi je vais vivre et comment je vais manger une fois que la vente sera faite. Oui, et alors là, tu es sur une intervention qui est plus une intervention temps long, parce que fiscalement, quand je veux anticiper les choses, c'est même pas 6 mois ou 1 an avant ou 18 mois avant, mais si tu veux mettre en place des packs du trade, faire des donations avant cession, et puis surtout se projeter sur un après-retraite, puisque souvent la cession s'accompagne d'une prise de retraite. C'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans même? Alors c'est variable. C'est variable. Déjà, on peut intervenir 6 mois avant. Puisque si la personne vient nous voir et que c'est 6 mois avant, eh bien, on traite ce qu'on peut traiter. Il y a des choses à faire quand même. Il y a des choses à faire, évidemment. Par contre, évidemment, l'idéal, lorsqu'on va transmettre son entreprise, c'est de commencer à réfléchir 5-6 ans avant la vente. C'est-à-dire de dire, voilà, en 5-6 ans, je vais voir ce que je peux faire d'un point de vue transmission au niveau de mes enfants. Je vais voir ce que je peux faire pour bien préparer ma retraite, parce que 5-6 ans avant, il y a encore des choses à faire. 6 mois avant, il n'y a plus rien à faire, hein, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on subit une situation qui existe sur la retraite. Et puis, il y a un autre sujet qui est important, c'est préparer l'entreprise. C'est-à-dire que tu as un chef d'entreprise qui est parfois, on va dire, un homme orchestre. Il va avoir... Souvent dans la PME. C'est souvent dans les petites boîtes, dans les entreprises moyennes. On va avoir le chef d'entreprise qui est le commercial, le chef d'entreprise qui est celui à la production, ou en tout cas le responsable de production, le chef d'entreprise qui a un œil sur la gestion, sur la relance client, sur un certain nombre de choses, et puis on va avoir un chef d'entreprise qui parfois va être responsable aussi des achats. Donc évidemment, s'il s'en va, on a intérêt à retrouver le même homme orchestre, et le même homme orchestre, c'est beaucoup plus difficile à trouver que quelqu'un qui est plutôt chef d'entreprise généralisé. Donc il faut multiplier le nombre de personnes qui vont, selon la taille de l'entreprise évidemment, à être responsables de différents services et rendre un peu plus autonome l'entreprise du chef d'entreprise pour faciliter la vente. En tout cas, l'intérêt des experts qui travaillent au niveau du cercle, c'est aussi la confidentialité. Parce qu'effectivement, quand on va voir une nouvelle équipe, on n'a pas de problème de confidentialité au niveau du chef d'entreprise, et il peut travailler sereinement et expliquer finalement ses projets patrimoniaux, travailler sur l'aspect juridique et sur l'évaluation de l'entreprise. Ça me paraît être important de savoir vers qui je me tourne vers une équipe pluridisciplinaire qui va tout effectivement regarder et pour pouvoir l'aider finalement à aller au bout de sa démarche de cession d'entreprise. Le regard neuf, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Double avis. Le double avis, et puis souvent quand on est conseil historique d'une société, on est aussi partie à l'organisation, à ce qui a été fait, et avoir un regard critique dans le bon sens du terme et un œil neuf, ça permet souvent de faire progresser les choses. Ça, c'est évident. Et puis ce regard, ce sera celui de façon de l'acheteur, donc autant l'anticiper. C'est ça. Autant anticiper. Il y a un autre sujet. À la place de l'acheteur. Absolument. Il y a un autre sujet qui est important, pardon. Et du banquier, accessoirement. Oui, et de banquier qui est important. Il y a un autre sujet qui est important, qui est l'expérience. C'est-à-dire que toi, au niveau d'Acofi, vous faites une quarantaine d'évaluations par an dans ton entreprise. On a professionnalisé des équipes pour effectivement pouvoir établir des rapports
Et plus on en fait finalement, meilleur on devient, hein, puisqu'on a des réflexes, etc. Surtout que tu vas jusqu'au bout du cycle, puisqu'après on s'occupe ensemble de la vente, hein, tous les trois, donc c'est vrai que voilà. Donc, une fois qu'on a la phase de préparation, eh bien, c'est plutôt moi qui vais faire un dossier de présentation qui ne sera livré évidemment à des acheteurs potentiels qu'en échange d'un engagement de confidentialité. Ensuite, on va communiquer via une petite annonce, hein, comme une petite annonce immobilière, mais un petit peu plus précise d'une part, et surtout moins précise sur comment dirais-je, sur l'identification de la société. Le respect de la confidentialité. Le respect de la confidentialité, c'est-à-dire qu'on va diffuser une information dans nos réseaux, réseaux d'experts comptables, réseaux d'avocats, on va aller sur un certain nombre de réseaux sociaux, on va aller sur des sites spécialisés, sur des confrères, dans le CRA, effectivement, dont on travaille. Et la Chambre de commerce aussi, qui a une base de données dans le dispositif 5 jours pour reprendre. Absolument. Tout à fait. Auquel on participe. Oui. Auquel vous participez, effectivement. Et donc le jeu, effectivement, c'est d'avoir une diffusion la plus large possible, mais avec le maximum de confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne saura pas que c'est cette entreprise qui est à vendre. Une fois qu'on a 3 ou 4 acheteurs potentiels, c'est l'idéal d'en avoir 3 au minimum, ça nous permet effectivement d'être plus à l'aise pour négocier, tout simplement. Hein. Et on va leur demander une lettre d'intention, et là, il y a une présence très importante, aussi bien de l'expert comptable qui va regarder les conditions, si elles vont bien, qui sont prévues, et surtout l'avocat, puisque la lettre d'intention... Alors moi j'ai une question à te poser, est-ce que la lettre d'intention est engageante ou pas ? Alors, je pense que là, on pourrait partir sur un thème qui va nous faire une autre vidéo. D'ailleurs, c'est peut-être, on verra pour une prochaine. Mais tout dépend comment elle est rédigée. Je développerai pas là. C'est pas la peine de développer, mais oui. En fait, la lettre d'intention, ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'aiguillage de toute la session. Donc, en fait, c'est en 3, 4, 5 pages. En fait, on met en place tout ce qu'on va redévelopper dans le protocole d'accord, puis dans l'acte réitératif. Donc, c'est une étape qui, malgré son faible nombre de volume, faible volume, est juste déterminante de la suite. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, c'est vraiment le moment où on rentre dans le dur, parce qu'il y a toute une phase rédactionnelle, et c'est une phase rédactionnelle qui nous engage et qui nous entraîne pour la suite. C'est vrai que souvent, on a des gens qui nous disent au moment du protocole, attendez, c'était ou c'était pas dans la lettre d'intention. Donc en fait, il faut... C'est une base. Hein. Voilà, c'est la base juste déterminante de la suite du processus. Et évidemment, ces lettres-là sont relues, évidemment, aux côtés du client, par l'expert comptable, par l'avocat et par moi-même, où finalement, à être assez nombreux à travailler sur le dossier, ça nous permet effectivement de fiabiliser l'acte qui est un premier acte très important du coup. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, les conseils de notre acheteur vont venir auditer l'entreprise, et là on va tout ouvrir. Et on va leur ouvrir les livres, on va leur ouvrir le juridique, et on va répondre à leurs différentes questions. Et ensuite, on revient à la négociation. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, par exemple, qu'une fois qu'il y a l'audit qui est arrivé, eh bien, on vienne dire, bah non, nous on conteste le prix, on voudrait réduire le prix parce qu'on a découvert telle et telle chose. Il pourrait y avoir plusieurs choses qui pourraient influencer la valeur. Souvent, on a évalué l'entreprise avec un multiple de l'EBIT ou de l'EBITDA, du résultat d'exploitation, et les auditeurs ont dit, bah, finalement, les résultats d'exploitation, ils n'étaient pas tout à fait corrects sur les 2 ou 3 dernières années. Les comptes, il manquait des factures, où les stocks étaient pas tout à fait justes. Une rémunération du dirigeant diminuée pour augmenter ça peut arriver aussi. Enfin, on a tout un tas de choses. Donc, effectivement, ça a un impact sur le prix. Et donc, on doit effectivement se remettre autour de la table pour rediscuter et dire, bah, effectivement, c'est pas tout à fait ça, mais ça a été compensé par autre chose, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que finalement, on a tout intérêt à jouer une clarté totale, hein, parce que dans la LOI, si on commence à dire, bah, bon, on commence à rédiger et puis on verra bien après, c'est vraiment une perte de temps, parce que les auditeurs et les banques demandent des rapports d'audit, donc il y a forcément un audit et il faut toujours
mettre les choses sur la table et pas cacher. Et on a un double intérêt, c'est que jusqu'ici on a parlé de l'avenir financier du dirigeant, mais il ne faut pas oublier que les cessions d'entreprise s'accompagnent systématiquement de garanties d'actifs et passifs, et qu'il y a le côté tranquillité pour demain. Plus j'ai clarifié, plus j'ai annoncé les choses, moins demain je serai perturbé dans ma vie. Et souvent on a des cédants qui nous disent « mais moi une fois que j'ai cédé, je vais être tranquille ». Alors je vais être tranquille, d'accord, mais il y a quand même des règles du jeu à respecter. Et la garantie d'actifs et de passifs est aujourd'hui un incontournable de la cession de société. Bon, pour autant, voilà, plus j'ai été transparent, plus j'ai dit les choses, plus j'ai travaillé en amont sur mes comptes et sur mon organisation juridique, plus demain je serai serein pour ne pas être repris par mon acquéreur. Alors, je suis plus fort pour limiter la garantie d'actifs et passifs. Exactement. Regardez, vous avez fait un audit. Et puis on vous avait dit qu'il y avait tel problème, on l'a déjà intégré dans le prix, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que l'autre sujet, donc une fois qu'on a l'audit, on passe à la rédaction du protocole lui-même, qui est l'acte réellement d'une part engageant, et là on va négocier tous les aspects de la vente. Alors, le protocole, c'est quoi? C'est finalement un contrat, un pré-contrat définitif. C'est un peu ça. Bah, c'est un contrat sous conditions suspensives. Autant dans la lettre d'intention, je vais avoir 4-5 pages avec les fondamentaux, les essentiels. Ce qu'on nous a dit finalement. Ce qu'on nous a dit. Et puis en fait, il faut se rendre compte aussi que l'acquéreur, au moment où il rédige la lettre d'intention, il n'a pas encore fait son audit, il n'est pas rentré pleinement dans le dossier et que ce n'est pas toujours évident. Autant au moment où je suis à la rédaction de la promesse de cession, là je mets mes virgules et donc je vais dans le détail des conditions de la cession, le prix, les modalités de paiement et les dernières conditions suspensives à lever pour aller jusqu'au bout. Juste statistiquement, je pense que, enfin en tout cas moi ce que je constate sur les dossiers que l'on a, c'est que à peu près, je dirais, 80% des LOI qu'on signe vont au bout, et quand on en est au protocole, allez, j'ai envie de dire 95%, pour pas dire, il y a quelques années encore, quand les conditions de crédit étaient encore plus simples qu'elles ne semblent le devenir aujourd'hui, j'aurais même dit 99,9%. Oui, alors sachant ça, peut-être Michel, tu peux nous parler 2 minutes du durcissement aujourd'hui au niveau des crédits et taux d'intérêt. Je te laisse parler. Effectivement, on a un durcissement, d'abord parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, donc ça donne des contraintes supplémentaires pour rembourser la dette bancaire, le fameux LBO sur les 7 prochaines années. Donc pour donner juste une idée, les taux d'intérêt ont pris plus 3. Globalement, si on a 3 points de plus de taux d'intérêt, ça augmente l'échéance de prêt de près de 20%. Ce qui peut compromettre une opération, puisque 20% d'échéance de prêt, ça devient très très lourd. C'est les résultats de l'entreprise qui vont payer tout ça. Est-ce que les résultats seront suffisants ou pas? Donc ça tire plus ou moins quand même les valeurs vers le bas. Ça c'est une chose. Et puis les banques, elles sont demanderesses de prévisionnel. Dans le secteur économique de l'entreprise. Économique de l'entreprise. Et la tendance avec les crises, on a eu une crise sanitaire, maintenant on a une crise de l'énergie liée à l'Ukraine, etc. Donc les perspectives, et quand on doit faire un prévisionnel 2023, là 2024, c'est pas si évident que ça de faire un prévisionnel justement dans ces conditions-là. Et la banque, elle a besoin de visibilité, de confiance, un crédit égale confiance. Voilà, si elle veut prêter, il faut qu'elle ait confiance. Et en plus de ça, elle doit demander en général la garantie à BPI. Et donc BPI France regarde aussi. Puisqu'elle garantit le crédit de la banque. Tout ça... À peu près 50%, c'est-à-dire BPI garantit 50%, c'est ça à peu près? Oui, 50-70. 50-60, d'accord. Voilà, en fonction des dossiers. Donc c'est un chemin de croix finalement, puisqu'on a le banquier, il faut se mettre d'accord sur la LOI, le protocole, et ensuite aller voir les banquiers, plus BPI. Donc tout ça, ça met pas mal de temps. Et ce process devient de plus en plus long, c'est clair,
On a des dossiers qui auraient dû être signés là au mois de juillet et on est fin novembre, c'est toujours pas signé. On avait ça sur 2-3 dossiers ensemble, des conditions, en fait un temps court pour le maintien des taux d'intérêt compte tenu de l'évolution. Donc une nécessité d'aller assez vite et si on ne respectait pas une échéance, une remise en cause des conditions de prêt, donc éventuellement une renégociation du prix, enfin des choses qui se complexifient. Oui. Et c'est là où on peut revenir sur ce qu'on... Et en fait, je crois que c'est notre démonstration. Plus on anticipe, plus on prépare, moins on est confronté à ce genre de remise en cause à la fin. Alors, c'est clair. Une fois qu'on a signé le protocole, on a négocié le protocole, signé le protocole, il y a un certain nombre de conditions suspensives, avec la première qui est l'obtention du crédit. Hein. C'est l'une des conditions. La réalisation de l'audit, la réalisation des audits complémentaires, des informations complémentaires dont ils ont besoin. On finit au niveau du process par l'acte de vente. Et donc, l'acte de vente, qu'est-ce que tu peux nous en dire, David? Je dirais que la pratique... Le fameux closing. C'est le closing, oui. La pratique, en fait, je trouve qu'on arrive aujourd'hui à une simplification de cette étape, puisque de plus en plus... il y a 10 ans, en fait, on faisait promesse, et puis l'acte de cession était une sorte de copier-coller de nos 70 pages. Et je trouve qu'on on est peut-être un peu plus opérationnel aujourd'hui avec des systèmes d'actes réitératifs qui renvoient aux conditions de la promesse. Et encore une fois, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'éléments nouveaux, de faits significatifs découverts dans le cadre des audits, dans l'obtention du financement, pour que le closing soit une opération la plus fluide possible, et la plus fluide possible sans renégociation, dans l'intérêt des deux parties, puisque on va rentrer après le closing dans cette phase qui est juste déterminante de la transmission de la société, de l'entreprise à proprement parler. Et c'est sûr que ça, on l'a vécu, je pense, tous en closing, des parties qui se chamaillent lors du closing des dernières conditions de négociation. Le lendemain, quand il faut se retrouver pour l'accompagnement, ça peut rejaillir. Donc, plus c'est préparé, plus le closing est fluide, plus la transmission à proprement parler de la société est fluide et opérationnelle. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. La tendance, là, comme les délais s'allongent, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la trésorerie. Puisque finalement, le chef d'entreprise continue à travailler. Si on met 6 mois de plus pour sortir le financement, qu'est-ce qui se passe? Ou le résultat du résultat de l'année. Voilà, résultat, trésorerie. Donc ça, c'est quelque chose où on voit qu'il faut absolument anticiper et dire, voilà, si ça dure 6 mois, à qui ça va appartenir et comment on calcule ça. C'est vraiment la tendance actuelle où ce temps qui est plus long, comment on se partage finalement le résultat de cette période-là. Alors concrètement, c'est important, le temps. Globalement, vendre une entreprise, dans l'état actuel, en 6 mois, je ne vois pas comment on peut faire. On est plutôt sur une moyenne d'1 an, voire un peu plus, parce qu'on déborde un peu sur les problèmes de financement. Entre 1 an et 18 mois, c'est le délai moyen entre le premier contact que vous pouvez avoir. Alors c'est souvent avec moi, parce que je commence à organiser un certain nombre de choses, je structure effectivement les opérations, on prépare un certain nombre de choses, on fait intervenir les intervenants quand il y en a besoin, et effectivement, entre le premier contact et la vente, c'est 18 mois. Alors, l'autre sujet que je voulais évoquer, c'est qu'une fois que la vente est terminée, nos rôles ne sont pas terminés. Premièrement, il y a toute la gestion de patrimoine. Tout ce qu'on avait vu en amont des conséquences, c'est déjà de voir effectivement ce qu'on va faire, comment on va organiser, quelles sont les conséquences financières de la vente, comment on va gérer les capitaux. Deuxième sujet, alors c'est un sujet qui te concerne et ton associé Johanna, qui est l'aspect fiscal, l'aspect déclaration fiscale. Parce que autant... Il y a des choix à faire. Il n'y a jamais qu'un seul régime applicable. On est en France. Donc, il faut trouver la meilleure option. Le temps du fiscaliste, c'est le temps du gestionnaire de patrimoine. C'est-à-dire le temps long avant. Plus je suis en amont, si j'ai 5-6 ans, je peux mettre en place des outils très performants de défiscalisation. Si je suis 6 mois avant, on va retrouver des choses qui patrimonialement et fiscalement vont se recouper sur de la donation avant cession, avant de l'apport cession, enfin des opérations qu'on pourra présenter le cas échéant. Et puis après la cession, effectivement, le fiscaliste revient avec le gestionnaire de patrimoine, vous pour placer les capitaux et nous pour
calculer, déclarer la fiscalité de l'opération. Alors l'autre sujet, le dernier sujet en matière de suivi qui est important, c'est la fameuse garantie d'actifs et de passifs. Ça, Michel, éventuellement, tu peux nous parler effectivement de la notion de pourquoi de suivi de garantie d'actifs et de passifs. Oui, ce qui s'est passé. On a toujours la possibilité de subir un contrôle fiscal, surtout dans une cession d'entreprise. L'administration, quand même, a beaucoup de choses à regarder. Hein. Elle peut regarder la plus-value, ça lui permet de regarder ce qui se passe. Donc, le contrôle fiscal, c'est pour ça que la garantie d'actifs et de passifs est là. Contrôle URSSAF. Hein. Bon, même si nos chefs d'entreprise sont diligents, on n'est jamais à l'abri d'un contrôle et d'un redressement. Et bon, tous les autres risques, que ce soit au niveau du social, des heures supplémentaires, des prud'hommes, hein, des choses... Parce qu'il y a des choses qui se révèlent, en fait. Tant qu'on est avec le chef d'entreprise, on se rend compte qu'on a des personnes qui parfois n'osent pas dire. Et puis quand c'est l'acquéreur, on vient frapper à la porte en disant, au fait, vous saviez, moi je faisais du... Bon, je veux que ça se réorganise autrement maintenant. Et c'est là où on peut avoir des sujets de réajustement ou de mise en jeu de garantie qui apparaissent en interne également. Et donc il y a nécessité que nous assistions, c'est surtout vous deux d'ailleurs, qui assistez le cédant en disant, bah voilà, il y a une demande de la part de l'acheteur sur un passif révélé. La mise en jeu de la garantie. La mise en jeu de la garantie, et à partir de là, on va l'aider à préserver ses intérêts. Puisque notre métier, et je pense qu'on peut conclure par là, c'est que notre métier est de préserver les intérêts de notre client en évitant d'oublier certaines choses et par notre expérience, fiabiliser la vente de l'entreprise. C'est un processus complexe. On n'est pas. Il nous faut bien 3 têtes Absolument. pour éviter et faire réussir finalement notre client dans sa cession d'entreprise. Le mot de la fin ? Le mot de la fin. Bah écoutez, le mot de la fin me concernant, en fait, c'est le mot du début, anticiper au maximum pour fluidifier tout le processus, et je reviens à ma notion de sérénité, de tranquillité qui est quand même ce qu'on essaie d'apporter à nos cédants. Merci beaucoup.